Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eues. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier, un code de loi, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre au sein du chaos. Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, se faire obéir par 36 millions de sujets. Il est grand pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli 10 années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre. Durant son règne, Napoléon Bonaparte réforme la France et lui donne des bases solides qui façonnent encore aujourd'hui la façon dont est organisé le pays. Mais Napoléon Bonaparte n'est pas qu'un homme d'État, il est aussi et avant tout un militaire qui, avant de prendre le pouvoir en 1799, a déjà fait ses preuves sur le terrain, notamment en Italie et en Égypte. En effet, depuis 1792 et la proclamation de la République, la France est en guerre. Le pays est assiégé par une coalition de toutes les puissances européennes qui craignent une contagion révolutionnaire et n'acceptent pas que la monarchie ait été renversée en France. Après s'être emparé du pouvoir, Napoléon Bonaparte poursuit ainsi les guerres défensives pour maintenir les acquis de la Révolution. Mais très vite, les objectifs de guerre changent. Les victoires militaires s'enchaînent, la France devient conquérante, annexe des territoires, impose son modèle et devient une puissance hégémonique sur le continent européen. Une fois au pouvoir, Napoléon Bonaparte reprend l'uniforme. En Italie, les armées françaises sont en difficulté face aux Autrichiens, mais le premier consul organise un plan de contre-offensive très efficace. Bonaparte traverse les Alpes et en quelques semaines, l'armée française est victorieuse. Après la victoire de Marengo, la France s'implante durablement en Italie. Bonaparte devient un héros. Cette campagne d'Italie contribue grandement à la légende napoléonienne en France. Les Autrichiens puis les Anglais sont contraints de signer la paix après plus de 9 ans de guerre. Mais la paix est de courte durée. En effet, les Anglais ne sont pas disposés à laisser la France dominer. Les provocations sont réciproques. Les Anglais attaquent des bateaux de commerce français à Malte, tandis que Bonaparte poursuit son expansion en Europe et se proclame roi d'Italie. Ainsi, en 1803, les Anglais montent une nouvelle coalition, la troisième. L'Autriche et la Russie signent, la guerre reprend. En Amérique, la France est en difficulté. Pour mener la guerre commerciale face aux Anglais, Bonaparte rétablit l'esclavage. Mais les émeutes se multiplient dans les colonies, qui sont impossibles à reprendre en main. La politique américaine est un échec. Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis et se recentre sur ses objectifs en Europe. Face aux menaces qui pèsent sur la France, Bonaparte veut asseoir sa légitimité. Des complots mettent en danger le pouvoir. Certains sont fomentés par l'Angleterre. Par plébiscite, Bonaparte devient consul à vie, puis quelques mois plus tard, empereur des Français. L'hérédité du pouvoir est désormais assurée. Le sacre est organisé, les institutions du consulat restent en place, mais le régime change. Désormais, Napoléon Ier est à la tête de l'Empire. Après son sacre, Napoléon se fixe comme objectif de débarquer en Angleterre, principal et éternel rival de la France. Le débarquement est préparé minutieusement. À Boulogne, un immense camp militaire est organisé pour réaliser cet objectif. Mais en octobre 1805, la flotte française est écrasée à Trafalgar par les forces de l'amiral anglais Nelson. L'Angleterre reste hégémonique sur les mers. Le projet de débarquement est impossible. Désormais, Napoléon concentre tous ses efforts et objectifs sur le continent. L'épopée napoléonienne commence. L'armée de Napoléon prend le nom de Grande Armée à partir du moment où celle-ci quitte les côtes de la Manche en direction de l'Autriche. Avec la conscription, Napoléon dispose de la plus grande armée d'Europe. Les grognards français seront rejoints par des milliers de soldats étrangers après les différentes conquêtes. La Grande Armée est ainsi composée de soldats très bien formés, fidèles à Napoléon, motivés par la gloire et la grandeur de la nation. Avec ses 7 corps d'armée commandés par des maréchaux, sa cavalerie et sa garde impériale, véritable corps d'élite, la Grande Armée napoléonienne est un modèle d'organisation. Sur le terrain, la stratégie et les ordres sont donnés par une seule et unique personne, Napoléon. La prise de décision est beaucoup plus rapide et la réactivité de l'armée face à l'ennemi est un avantage considérable pendant les batailles. Aussi, l'armée française possède la meilleure artillerie d'Europe avec des canons simples à déplacer et puissants.
Mais le principal atout de la Grande Armée réside dans sa rapidité de déplacement. Équipés légèrement, habitués au bivouac et à la marche forcée, les grognards peuvent parcourir jusqu'à 50 km par jour. Cette mobilité est un élément décisif des victoires françaises. C'est ainsi que la Grande Armée en 1805 part de Boulogne et rejoint le Rhin en quelques jours, à la grande surprise des Autrichiens. La première campagne d'Autriche est lancée. Napoléon fait face à la troisième coalition regroupant les forces autrichiennes et russes, massivement financées par l'Angleterre de William Pitt, farouchement anti-français. Désormais, l'ennemi de la coalition n'est plus la République, mais l'Empire français. La victoire d'Ulm incarne la puissance de la Grande Armée, ainsi que la stratégie ingénieuse de Napoléon, qui peut entrer dans Vienne, capitale autrichienne, sans réelle difficulté après seulement quelques semaines de campagne. Cependant, la victoire finale n'est pas encore acquise et les troupes russes et autrichiennes demeurent menaçantes. L'issue de ce conflit semble donc inévitablement se résoudre dans une grande bataille mettant en jeu les trois puissances. Le 2 décembre 1805, c'est la bataille d'Austerlitz, la bataille des trois empereurs. C'est un véritable chef-d'œuvre de stratégie et de ruse qui est proposé par Napoléon, qui parvient à faire croire à l'ennemi que l'armée française est en piteux état. L'empereur initie le recul de certaines unités, fait mine de vouloir négocier pour inciter les Austro-Russes, largement supérieurs en nombre, à attaquer les premiers. Les ennemis tombent dans le piège. Napoléon réussit à séparer l'armée de la troisième coalition sur plusieurs secteurs, réduisant grandement son efficacité. En début d'après-midi, la victoire est déjà garantie pour Napoléon et l'ennemi sonne la retraite. Cette bataille aboutit à la signature de la paix à Presbourg. La carte de l'Europe est redessinée. C'est la fin du Saint-Empire. L'Autriche se retrouve très affaiblie. La Confédération du Rhin est créée et maintenue sous protectorat français. Napoléon récupère également le royaume de Naples et crée le royaume de Hollande, plaçant à leur tête Joseph et Louis Bonaparte. Encore étudié dans toutes les écoles de guerre, Napoléon mérite le statut de génie militaire. Nourri des plus grands théoriciens, lecteur assidu des récits de guerre tels que La guerre des Gaules de Jules César ou L'art de la guerre de Machiavel, Napoléon connaît mieux que quiconque les stratégies adoptées par les plus grands de leur époque. Mais Napoléon est surtout un homme de terrain qui étudie et exploite parfaitement les caractéristiques géographiques, qui use des mobilités et des effets de surprise incessants. La Prusse n'accepte pas l'existence de cette nouvelle confédération du Rhin sous souveraineté française à ses frontières, et le roi de Prusse mobilise son armée. Une nouvelle coalition se forme contre la France. Alors, la Grande Armée composée de 180 000 soldats se dirige vers Berlin. La campagne de Prusse commence pour Napoléon. Les victoires sont rapides et écrasantes. Les Français font subir à la Prusse une humiliante défaite à Iéna et entrent dans Berlin. Les troupes prussiennes capitulent les unes après les autres. Il restait les Russes. Napoléon poursuit à l'est et occupe Varsovie. L'affrontement principal se déroule à Eylau. Pour la première fois, la garde impériale doit s'employer et Murat mène la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Malgré la victoire et la retraite russe, cette bataille est un carnage et l'armée française est touchée. Quelques semaines plus tard, à Friedland, la France gagne encore contre une armée allemande au service du tsar russe qui est obligé de négocier. Alexandre et Napoléon se rencontrent à Tilsit et se mettent d'accord sur un grand redécoupage et partage territorial. La France et l'Empire russe sont désormais alliés. Tour à tour, les forces de la coalition sont vaincues. Autriche, Prusse, Russie. Face à l'Angleterre, la guerre sera commerciale. C'est pourquoi en 1806, Napoléon décide de mettre en place un blocus continental afin de paralyser l'économie britannique. C'est la presque totalité des pays européens de la côte nord, alliés ou soumis à la France, qui feront blocus à l'Angleterre. Toute la suite de la géopolitique napoléonienne aura pour objectif de faire réussir ce blocus en Europe pour asphyxier l'économie anglaise. Sur la façade atlantique, le Portugal poursuit le commerce avec la Grande-Bretagne. La guerre est déclarée, les troupes françaises se dirigent vers la péninsule en passant par l'Espagne. Les troupes portugaises sont balayées. Mais en Espagne, Napoléon impose ses vues et s'ingère dans les querelles de succession au trône. En faisant de son frère Joseph le roi d'Espagne, Napoléon déclenche un soulèvement général qui est sévèrement réprimé.
Mais l'armée française, perçue comme armée d'occupation, va s'enliser en Espagne et subir de lourdes pertes afin de maintenir l'ordre et limiter les guérillas. La France doit désormais gérer plusieurs fronts, car sur le continent, l'Autriche prépare sa revanche. La seconde campagne d'Autriche commence en 1809. En envahissant la Bavière, les Autrichiens déclarent la guerre à la France, qui riposte. Pour la première fois, Napoléon doit compter sur le renfort de troupes étrangères. Malgré la lourde défaite d'Essling et la mort du maréchal Lannes, Napoléon fait une nouvelle fois preuve de son génie militaire et la grande armée parvient à vaincre l'ennemi. Vienne est occupée pour la deuxième fois depuis 1805. La victoire de Napoléon à Wagram mène à la signature de la paix à Vienne, qui ampute une partie du territoire autrichien et limite les effectifs de son armée. En 1811, l'Empire français est à son apogée, Napoléon au sommet de sa gloire. L'Empire compte alors 130 départements et le territoire de la France est 3 fois plus vaste qu'au moment de la prise de pouvoir de Napoléon. Il s'étend du Royaume d'Espagne au Grand-Duché de Varsovie, en passant par l'Italie et la Hollande. Les ennemis de la veille sont devenus des alliés obéissants. L'Angleterre, quant à elle, est isolée. Pour stabiliser les territoires conquis, Napoléon impose des changements de souverain. À la tête des États, il place des membres de sa propre famille, comme en Espagne, en Hollande ou en Italie. Napoléon Bonaparte lui-même épouse l'archiduchesse Marie-Louise, héritière des Habsbourg, ce qui lui permet d'affirmer encore davantage sa domination, de sceller une alliance prestigieuse et d'assurer une descendance. Napoléon a réussi à faire de la France une puissance hégémonique qui applique son modèle politique partout en Europe. Ainsi, les idéaux révolutionnaires et la pensée des Lumières sont diffusés par l'application du Code civil et la suppression du système féodal dans tous les pays conquis et soumis. Cependant, les tensions demeurent importantes en Europe. Accueillis comme des libérateurs, les Français sont de plus en plus perçus comme des occupants. En Espagne, la guérilla s'amplifie tandis qu'en 1812, l'alliance russe fragile est rompue par le tsar. Napoléon, sans doute victime de sa démesure, entraîne alors la grande armée fatiguée dans une grande expédition à l'Est.